Bonjour à toutes et tous. Alors du coup, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un espace d'échange qu'on ouvre aux éditions Lire au Monde autour de l'album jeunesse qui s'appelle Pas d'étiquette s'il vous plaît. Et aujourd'hui, moi qui suis en Norvège, j'ai la chance voilà, d'être en discussion avec Céline Lamy, qui elle se trouve à l'autre bout de l'océan, au Québec précisément. Bonjour Céline. Bonjour Valérie, bonjour à tous et toutes. Alors, je te remercie voilà, beaucoup pour ton temps et puis cette rencontre, le fait qu'on se retrouve en ligne. Et si tu veux bien, pour commencer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots. Oui, avec plaisir. Alors, c'est ça, je m'appelle Céline Lamy, je suis expatriée en fait au Canada depuis 4 ans et puis je travaille en pédopsychiatrie dans un hôpital de région dans les Laurentides, près de Montréal. Et puis j'accueille des enfants de 3 à 18 ans qui me sont envoyés pour des évaluations diagnostiques et puis ce que nous on appelle ici des recommandations à la fois pour les médecins de famille et pour les équipes soignantes. D'accord, ok. Et donc, alors, c'est vrai que bon, tu nous as contacté assez spontanément Oui, suite au fait que tu as entendu parler voilà, de l'album. tout Euh, à fait. Alors, du coup, moi, la première question qui me vient, c'est toi, dans cette pratique professionnelle, donc en tant que pédopsychiatre, quel est ton rapport aux étiquettes, en fait? Quelle place ont ces étiquettes dans cette vie professionnelle que tu mènes? Alors, j'ai un rapport à la fois, je dirais, d'amour-haine avec les étiquettes. Parce que justement, je suis placée dans une position un petit peu d'expert sachant en tant que pédopsychiatre, puis on m'envoie des enfants en me demandant qu'est-ce qu'il a. Et puis, par extension, la question souvent des parents ou des écoles, c'est qu'est-ce qu'il est. Et par rapport à ça, c'est là où se crée le malaise chez moi parce qu'on me demande effectivement parfois de poser des diagnostics qui sont déjà très clairement pour moi souvent des étiquettes dans lesquelles les enfants sont enfermés. Donc j'ai un rapport très particulier parce que je suis, je dirais, comprise parfois dans ma mission comme celle qui va poser des étiquettes diagnostiques. Et pourtant, c'est quelque chose qui, au quotidien, me met extrêmement mal à l'aise. Donc, j'essaye effectivement, justement au quotidien, de ne pas poser d'étiquette diagnostique ou le moins possible et de replacer l'enfant dans un système à la fois familial, scolaire et de comprendre, je dirais, ce qui se passe pour lui, puis ses agirs parfois ou les émotions qu'il peut exprimer de façon intense dans un système plutôt que dans quelque chose de symptomatique et de syndromique. Donc, c'est un rapport très particulier au quotidien. Puis je dirais que toute ma vie a été émaillée de ce rapport-là avec les étiquettes. J'en parlerai peut-être après, mais c'est ça depuis toute petite. Pas mal d'étiquettes m'ont collé à la peau qui, si j'étais restée effectivement scotchée à ces étiquettes, m'aurait pas menée là où je suis actuellement. D'accord. Ok, bah oui, c'est déjà très intéressant. Alors, je pense qu'on viendra effectivement sur ton expérience personnelle avec les étiquettes qui, j'imagine, nourrit aussi ton expérience professionnelle. Tout à fait, tout C'est à vrai, c'est fait. souvent le cas. Peut-être un petit mot pour avoir justement un peu de visibilité sur le parcours de formation que tu as pu vivre. Est-ce que dans le cadre d'une formation de pédopsychiatre, c'est un sujet qui est abordé justement voilà, cet étiquetage parfois qu'on est, comme tu dis, qu'on est amené à faire ou qu'on attend de nous dans le rôle que tu as? Est-ce que vous en avez parlé en formation? Pas du tout, pas du D'accord. tout. Ça fait vraiment pas partie je dirais, d'une préoccupation. En fait, la première fois que j'ai entendu, pour moi, la question de l'étiquette, à savoir que quelqu'un en thérapie m'a dit, j'aspire vraiment à ce qu'on parle des gens en termes de je souffre d'eux ou j'ai ou plutôt que du je suis. C'était en thérapie narrative et le formateur disait il faut absolument enlever les étiquettes couche après couche comme une pelure d'oignon. Puis j'ai entendu ça dans les années 2000, je dirais 2010 passées. Mais au cours de ma formation initiale, jamais on nous sensibilisait au fait attention lorsque vous parlez avec les jeunes patients de ne pas être autour de tu es
je suis, ou de mobiliser les parents en leur expliquant c'est important quand vous parlez à vos enfants de ne pas leur envoyer tu es si maladroit ou tu es si dans la lune. À aucun moment on nous a sensibilisés sur la question. Je dirais c'est plus une sensibilité qui s'est créée au fil du temps et au fil des différentes thérapies auxquelles j'ai été formée. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, par exemple, je ne sais pas, j'imagine qu'à certains moments, tu es peut-être amené à travailler en équipe. Oui. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez justement dans un travail d'équipe autour de la situation d'un enfant ou d'une famille? Ben, c'est vrai que c'est des choses qui sont abordées, en tout cas quand je travaille en équipe pluridisciplinaire quotidiennement avec les équipes qui sont très sensibles justement à ne pas enfermer l'enfant dans une étiquette qui est souvent collée soit par l'école ou soit par les parents. Donc notre rôle, je dirais, comme je te le disais au tout début, est vraiment d'essayer de décoller l'étiquette pour faire percevoir aux parents non pas, je dirais, ce qui nous amène de l'enfant, à savoir quelque chose de l'ordre d'une incapacité, mais plutôt de remettre en lumière le potentiel et les ressources de l'enfant. Donc, à l'inverse, on va pouvoir, je dirais parfois, recoller une étiquette, mais celle-ci beaucoup plus valorisante et qui va être vraiment plus en lien avec la réalité de l'enfant. D'accord. Donc, tu as vraiment l'impression que dans ton milieu professionnel, la plupart d'entre vous sont conscients en fait justement de cette tendance peut-être à l'étiquetage ou en tout cas quelle étiquette on choisit. Tu as l'impression qu'il y a une conscience professionnelle autour de ça au quotidien. Il y a une conscience professionnelle, mais je dirais pas forcément toujours de mon corps professoral, donc corps de métier. Il y a beaucoup en ce moment, on reçoit beaucoup de conférences sur le surdiagnostic et la surmédication. Donc je dirais qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années autour du fait que justement dans notre profession, il pourrait y avoir tendance à ce surétiquetage. Il y a quelques livres qui sortent aussi là-dessus sur le surdiagnostic, mais pour moi, le surdiagnostic, c'est vraiment le surétiquetage. Donc, s'il y a besoin de conférences là-dessus, c'est qu'il y a une tendance quand même pas mal à rajouter à couche après couche des diagnostics qui font pas forcément de sens. D'accord. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Alors, du coup, peut-être justement qu'on peut commencer par ton expérience personnelle à toi et puis après partir vers celle de tes patients. Mais pour toi, Oui. dans ta vie personnelle, pour commencer, quelles conséquences ont eu ces étiquettes, peut-être qu'on t'a mis effectivement dès l'enfance dont tu parlais? Qu'est-ce que tu en ressens aujourd'hui en tant qu'adulte des conséquences de ce que tu as vécu en tant qu'enfant? Alors, ben oui, les étiquettes, ça c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment mon cheval de bataille. Puis voilà, comme tu disais, depuis petite, moi, je suis née avec un œil aveugle. Donc déjà, j'étais cantonnée, que ce soit à l'école ou à la maison, à la petite chose fragile qu'il fallait protéger. Donc, j'étais par de fait en difficulté. Donc, il fallait faire à ma place, me protéger. J'étais sensible. Par définition sensible, en fait. C'était l'étiquette qui m'avait été posée, trop sensible. Ensuite, à l'école, j'étais la littéraire, donc pas du tout scientifique. Donc, très vite, on m'a définie dans une étiquette de elle fera pas de longues études, elle fera pas de carrière scientifique, etc., etc. Les professeurs également m'ont enfermée dans ce genre d'étiquette. Puis lorsque j'ai un jour osé dire j'aimerais peut-être être médecin, il a arrêté général en disant mais tu es trop sensible, tu n'es pas scientifique, tu es trop littéraire, etc. J'aurais pu me laisser définir par ça. Et d'ailleurs, je suis rentrée docilement dans l'étiquette jusqu'à ce que je décide quand même de faire fi de cette étiquette et que je fasse médecine. Ça a été la première rébellion par rapport à ces étiquettes. Et puis d'étiquette en étiquette, là encore, on m'a dit, mais voilà, un médecin c'est, et puis dans la famille, un médecin c'était forcément ou un chirurgien ou un vrai spécialiste, et la psychiatrie ne faisait pas partie des spécialités étiquetées comme vraiment médicales, au niveau familial notamment. Donc là encore, j'ai docilement respecté l'étiquette en choisissant gynéco pour finalement décider d'arracher cette étiquette puis de me dire je vais quand même aller dans ce que je sens et de ce que je sais être ma mission.
Donc, je dirais les étiquettes, voilà, c'est quelque chose de très sensible pour moi parce que très clairement, si je m'étais laissée définir par les étiquettes qu'on m'avait collées sur le dos, ben je serais clairement pas dans ma mission. Donc, ça a été un travail difficile, douloureux, et puis avec la nécessité je dirais aussi de thérapie. Puis, les étiquettes qui sont laissées un petit peu, que j'ai laissées accumuler sur mon dos, que j'appelle aussi parfois des masques, ont à un moment donné m'ont étouffé à tel point que je m'en suis effondrée. Donc, je suis particulièrement sensible à ça, justement, et puis je lutte au quotidien pour qu'on n'enferme pas les enfants dans ces étiquettes et puis qu'on leur laisse déployer leur potentiel et qu'on leur laisse exprimer leurs ressources et leurs souhaits. Mmh. Est-ce que tu dirais, quand je t'entends, en fait, voilà, j'ose la question, est-ce que tu dirais que le fait qu'on t'ait justement enfermé dans certaines étiquettes, ça a pu construire en toi un espèce d'élan vital, une espèce de souhait de vraiment, non, bah justement, aller chercher, toi, ce que tu voulais vraiment et puis le concrétiser pour le faire naître au monde? Complètement, complètement. C'est très, très clair que depuis toute petite, ayant été étiquetée comme la petite chose fragile, sensible, et puis c'est vrai que du coup, inscrite dans cette étiquette-là, je dirais que mes pères étaient quand même souvent des pères un peu intimidateurs. J'ai pas mal vécu de harcèlement à l'école, de fait. Ça a développé en moi une force, mais je dirais aussi parfois malheureusement une rage d'être et d'exister et de dire vous verrez, j'y arriverai. Donc oui, ça m'a donné un élan vital, parfois une rage pour le coup qui s'est plutôt parfois retournée contre moi parce que ça a développé malgré tout aussi une anxiété de performance, une envie. J'ai été dans l'envie à la fois de la reconnaissance et de dire je suis capable, ce qui dans la vingtaine et puis la trentaine m'a valu un épuisement. J'avais soif justement d'être vue dans mon potentiel et dans mes ressources et non pas dans ce que l'étiquette qui avait été collée. Donc, ça a été une lutte épuisante. Puis, je dirais que j'ai cessé cette lutte il y a peut-être 4-5 ans à l'arrivée au Québec, pas plus. Donc, une lutte vitale, je suis tout à fait d'accord avec toi et en même temps, ça a amené aussi à l'épuisement quand même. Mmh. Donc du coup, tu dirais peut-être pour résumer un peu ça par rapport à ton parcours personnel que ces étiquettes, elles t'ont permis quand même, voilà, de développer alors ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, une qualité, enfin quelque chose qui t'a permis de te construire, mais avec bon des effets collatéraux qui ont Oui. été compliqués à accompagner pour toi. Tout à fait. C'est vraiment l'idée de la combativité, de la persévérance que m'ont permis ces étiquettes. Ça, c'est vraiment certain, jusqu'à quand même une fatigue certaine, oui. Mmh. Donc, c'est le contre-coup de l'étiquette. D'accord, ouais. Et du coup, alors maintenant, si on parle plus de ta pratique professionnelle, au niveau des patients que tu reçois, qu'est-ce que tu constates en général chez eux des conséquences de cet étiquetage en fait qu'ils ont pu vivre avant ou qu'ils vont vivre justement dans cet univers un peu médical? Ouais, ben, en fait, je suis surprise de la lucidité de ces petits bonshommes et bonnes femmes par rapport à ces étiquettes qui leur sont parfois collées. Parce que c'est vrai que j'ai des moments extrêmement privilégiés avec eux. Je les reçois seuls et puis ils sont très, 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 très lucides sur ce qui leur est collé sur le dos. Malheureusement, ce qu'ils évoquent beaucoup, c'est leur impuissance à prouver le contraire, comme ils me disent. Maman ne cesse de me dire que je suis maladroite, mais je ne suis pas que ça. Puis comment faire? Donc, c'est des enfants qui souffrent beaucoup, comme je le disais tout à l'heure par rapport à mon histoire perso, d'anxiété de performance, de devoir prouver le contraire. Donc, c'est des enfants qui s'épuisent beaucoup. Puis, on parle souvent du burn-out et de l'épuisement professionnel. Ben, moi, je trouve que ces enfants sur qui on colle des étiquettes, puis qui essayent de prouver le contraire, malheureusement, sont dans des épuisements scolaires, des épuisements de vie, tout simplement. Donc, je dirais que l'anxiété, ce que je retrouve beaucoup chez ces enfants chez qui on colle des étiquettes. Et puis, à l'inverse, certains, par exemple, qui ont des étiquettes posées à outrance, par exemple, du fameux TDAH, certains vont l'utiliser pour le coup
très très facilement. Puis les parents disant, dès qu'il se passe quelque chose, il brandit l'étiquette en disant je suis désolée, c'est mon TDAH ou je suis TDAH. Donc il y a des fois l'effet un petit peu pervers de l'étiquette diagnostique qui est parfois utilisée, ou je peux pas aller à l'école, je suis anxieuse, ou je peux pas me lever, je suis quelque chose. Donc parfois les enfants à l'inverse vont pouvoir utiliser cette étiquette de façon assez maligne aussi. D'accord. Mais est-ce que tu penses, toi, des fois, justement, que l'étiquette peut venir soulager quelque chose, que ce soit pour l'enfant ou dans la famille? Parce que c'est un témoignage qu'on a eu là depuis qu'on recueille des témoignages d'une personne qui accompagne voilà, des parents, des familles, et qui disait, par exemple, quand il s'agit d'autisme, par exemple, Oui, voilà, de dire vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'allégeait, qui se soulageait oui, quand le mot a été posé sur ce qu'avait l'enfant. tout Euh, à fait. ouais, Ça, c'est sûr que ce genre de troubles et de difficultés, à partir du moment où les choses sont nommées, elles existent réellement, je dirais, puis elles existent au monde aussi. Et je pense que pour les parents qui ont des petits loulous atteints de TSA ou autre, il y a quelque chose aussi en termes de reconnaissance de ce qui se passe pour leur enfant. Et il y a plus qu'un soulagement, on est sur, c'est des parents qui se culpabilisent beaucoup, puis qui se posent de questions sur qu'est-ce que j'ai mal fait, pas assez fait. Et à partir du moment où il y a ce diagnostic qui est posé, notamment le diagnostic de TSA, à la fois, oui, il y a quand même le drame de ce diagnostic et toute la souffrance que ça engendre pour le système familial, mais à la fois un soulagement de l'ordre de la compréhension. On sait maintenant réellement ce qui se passe, et puis on va pouvoir spécifiquement accéder à des services, même si là encore, l'étiquette diagnostic ou le diagnostic ne permet pas toujours à ses parents d'obtenir toujours les bons services, et surtout pas au bon moment. Mais oui, je suis d'accord, il y a vraiment un soulagement pour certaines étiquettes diagnostiques, c'est évident. d'accord, ok. Et toi, alors du coup, comment est-ce que tu les accompagnes, ces enfants et ces parents, justement, quand l'enfant te dit, voilà, on me répète toujours ça, mais je ne suis pas que ça, mais j'ai du mal à le faire valoir. Quel est ton accompagnement, toi, vis-à-vis de ça? Ben, j'ai été formée aux thérapies narratives, c'est ce que je disais tout à l'heure, où l'idée, c'est de désidentifier en fait le patient, quel que soit son âge, je dirais, à la fois de son trouble ou de l'étiquette dans laquelle il a été ou il s'est enfermé. Donc, on enlève, comme je disais, pelure par pelure d'oignon en travaillant sur, voilà, l'étiquette je suis maladroit. On va essayer de la mettre de côté par rapport à ce que toi tu es. Alors, on fait parfois des dessins avec les enfants, savoir, par exemple, moi, je suis Nathan, 10 ans, et puis je vais, je dirais, dessiner l'étiquette. Alors au départ, l'enfant, bien sûr, la met sur lui, puis petit à petit, avec les parents, on travaille, c'est très visuel, à enlever du dessin l'étiquette petit à petit. Puis ensuite, le je suis maladroit, plutôt que de laisser le suis, on va essayer de trouver un autre terme. C'est vraiment quelque chose de très visuel. Parfois, je propose aussi aux parents ou aux jeunes ados qui viennent dans mon bureau, j'ai une boîte à étiquettes, puis je leur explique, voilà, ici, on est dans un endroit à la fois d'authenticité, de vulnérabilité, où on peut être qui on est sans étiquette. Puis je demande à chacun, puis je participe à ça également, d'écrire les étiquettes qu'il a actuellement sur le dos, qu'il croit avoir. Je suis toujours fatiguée, je suis maladroite. Moi, je mets facilement je suis pédopsychiatre, parce que c'est aussi une étiquette. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as fait attention, mais je ne dis pas je suis pédopsychiatre, mais je travaille en pédopsychiatrie. Donc, Mhm. c'est ça, c'est aussi une façon d'accompagner les enfants. C'est-à-dire que dans mon bureau, quand ils commencent, quand je sens effectivement que c'est une problématique importante, j'utilise ma boîte à étiquettes, et puis on commence en ayant mis toutes les étiquettes de côté dans les boîtes. Donc, ça fait partie d'un travail dans la thérapie narrative autour des pelures d'oignons d'étiquettes. Alors, j'explique ça de façon très, très schématique, parce que c'est un travail d'accompagnement long. Mais oui, c'est important pour moi de travailler là-dessus pour que je puisse accéder à l'enfant sans, je dirais, sans les a priori des adultes.
D'accord. Et est-ce que tu sens des différences, on va dire, alors entre des étiquettes qui, dans nos inconscients collectifs, dans nos sociétés, sont connotées positivement et négativement? Par exemple, voilà, tu parlais de maladroite, ça en général, dans nos inconscients collectifs, c'est plutôt connoté négativement. Et Oui, puis, il peut y avoir des étiquettes, comme on retrouve dans l'album doué, généreux, qui sont plus connotées positivement, en tout cas dans nos sociétés. Est-ce oui. que toi, tu fais des différences? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, des différentes connotations? Ben, les différentes connotations, oui, considérant les étiquettes, c'est sûr, lorsqu'on parle de généreux, c'est assez consensuel, mais en même temps, le pendant de cette ultra générosité, ben, ça peut être justement le fait de s'oublier soi et puis d'être tellement dans une générosité à l'autre qu'on s'oublie soi. Donc, c'est un petit peu comme les émotions. J'ai parfois du mal avec l'idée d'une émotion positive ou négative ou connotée positivement ou pas. Je pense que toute étiquette, quelle qu'elle soit, peut quand même à terme être quelque chose qui enferme. Et puis maladroite, ben justement, maladroite, oui, c'est connoté négativement initialement, mais en même temps, ça peut donner, pour certains enfants, ça peut être une façon pour certains enfants de rentrer en relation à l'autre autour de ah ben je suis tellement maladroit et puis du petit côté clown. J'ai ma fille par exemple qui a ce penchant maladroit, l'utilise maintenant je dirais, quand elle est dans un endroit avec d'autres amis, elle va l'utiliser plutôt comme une façon de faire rire l'autre, pas de faire rire d'elle, mais de dire c'est ça, je suis un petit peu Pierre Richard. Alors oui, ça peut être vécu comme extrêmement négatif, mais pour elle, c'est une façon effectivement d'entrer en relation. Donc, la connotation des étiquettes, oui, mais c'est un petit peu comme les émotions. Je pense qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. C'est la façon dont on va les incarner, les accepter et les accueillir finalement. Les étiquettes, c'est vraiment la même chose pour moi. Tout dépend de la façon dont nous accueillons cette étiquette-là. Mhm. Et est-ce que tu dirais aussi que tout dépend de la façon dont on pose l'étiquette aussi, parce que c'est vrai qu'on entend parfois dire aussi, finalement, les adjectifs en tant que tels, peut-être qu'ils ne seraient pas problématiques, Oui, et que tout dépend, voilà, du ton, de la manière ah, dont c'est on va dire sûr. les choses. C'est sûr, évidemment que je dirais que l'étiquette la plus douloureuse vient du parent, en fait, beaucoup. La façon dont, du parent et de l'enseignant, souvent, en tout cas dans mon bureau, c'est comme ça que je perçois les choses. Puis, et tu as tout à fait raison, dépend de la façon dont ça va être nommé. Il y a une différence entre je souris avec bienveillance et puis je constate par exemple que ma fille est maladroite versus je chicane, je dispute, pardon, chicane, c'est quelque chose de québécois. Oui, c'est super. Je chicane mon enfant, mais tu es tellement toujours maladroite, puis avec ce que ça pourrait, tout ce que les enfants peuvent me dire, ma pauvre enfant, qu'est-ce qu'on va faire de toi, etc. C'est vrai que le contenu émotionnel et affectif de ce qui est posé avec l'étiquette va participer du traumatisme ou pas et du fait que ça va s'ancrer chez l'enfant beaucoup plus douloureusement, c'est certain. Mhm. D'accord. Et du coup, justement, alors vis-à-vis des parents et puis peut-être aussi des enseignants, enfin des adultes qui accompagnent ces enfants, comment est-ce que justement tu travailles aussi avec eux autour de l'enfant? Comment est-ce qu'ils accueillent voilà, ces partages, ces réflexions sur les étiquettes? Est-ce que C'est tu pas sens… facile. Ouais. C'est vraiment pas facile parce que c'est quelque chose d'ancré, je dirais, collectivement, de parler de l'autre en lui disant tu es. C'est quelque chose qui a profondément déjà marqué les parents eux-mêmes. Et Mhm. puis, pour certains, c'est du registre de ça va l'aider. À force de lui dire qu'il est maladroit, ça va l'aider. Il va faire plus attention. Moi, j'utilise beaucoup alors une étude absolument
je dirais, très peu scientifique malgré tout. Elle a été très controversée, mais je trouve que l'image est belle. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu l'histoire de ce scientifique japonais qui avait observé des cristaux de glace en fait au microscope, cristaux de glace, de l'eau en fait qui a été cristallisée, gelée, et puis qui observait au microscope ces cristaux en fonction de ce qui était dit à l'eau. Ça paraît très, très spécial, mais en tout cas, de l'eau à qui on faisait écouter une symphonie, de l'eau à qui on avait fait écouter un discours de haine, de l'eau à qui on disait tu es tellement quelque chose de façon positive ou une étiquette extrêmement négative. Et les cristaux de gel sont pas du tout les mêmes pour ceux qui ont été baignés dans quelque chose du registre de la haine ou d'une étiquette négative. On retrouve des cristaux extrêmement serrés, extrêmement moches, on va le dire comme ça, alors que lorsqu'il y a soit une étiquette positive, soit quelque chose du registre du beau ou du symphonique, on a des cristaux extrêmement magnifiques. Alors du coup, lui disait par extension, on imagine que notre corps, bien sûr, est fait essentiellement d'eau. Alors imaginons ce que ça peut faire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos enfants, lorsqu'on les baigne dans un discours soit de haine ou négatif. Alors je trouvais que la métaphore était belle. En ce moment, il y a des études qui sont en train de regarder ce qui se passe autour de ça. Mais je trouve que la métaphore est intéressante et j'utilise parfois ça auprès des parents en disant, bah, écoutez, moi je trouve ça joli à expliquer comme ça. Imaginons ce que ça fait à l'intérieur de nos enfants lorsqu'on leur répète et ressasse « tu n'es que ça » ou « tu es tellement ça ». Donc, c'est une façon que j'ai parfois de leur expliquer les choses, mais ce n'est pas évident. Pour les parents, on est vraiment dans l'ordre parfois de l'éducatif. Il va comprendre à un moment donné, puis il va faire attention, il sera moins maladroit. Ce n'est pas évident à travailler ça avec les parents. Mmh. D'accord, ouais, en tout cas, l'image est très belle, effectivement. Merci de la Oui. partager. Et du coup, est-ce que tu dirais, alors c'est peut-être pas toi ton rôle justement d'accompagner les parents en ce sens-là, mais est-ce que tu as le sentiment que le fait de remonter en fait aux étiquettes que nous adultes avons portées étant enfants, c'est vraiment une voie de justement de réflexion, de prise de conscience sur cette question-là pour ne pas soit les transmettre, soit à notre tour en donner d'autres à nos enfants avec beaucoup de charges affectives? Ah, tout à fait. Ben, en fait, ça fait partie de mon rôle quand même. En tout cas, D'accord. comme c'est ma sensibilité, c'est quelque chose, effectivement, que je travaille beaucoup avec les parents. Dès que je sens poindre chez le parent la moindre fragilité par rapport à ces étiquettes, bah, je questionne. Puis vous, petit, vous étiez comment? Puis à partir de là, s'ouvre souvent une histoire d'un parent fragile qui lui-même porte, je dirais, les mêmes fragilités que l'enfant, et puis de dire comment justement il a été, je dirais, malmené, que ce soit par le système familial ou scolaire ou par ses pairs, du fait de cette étiquette et comment finalement, plutôt que de se dire je vais pas coller l'étiquette moi-même, de se dire ok, je vais c'est parfois comme un mouvement de colère qu'a le parent contre l'étiquette qui lui a été collée, puis en se disant je veux protéger mon enfant de ça, donc très tôt je vais à nouveau lui recoller ça sur le dos, puis en forçant son caractère, puis en l'endurcissant, si je puis dire. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas que petite, à la fois on me disait toute ma sensibilité, puis derrière, mon papa notamment m'élevait dans le sens d'être un petit soldat combatif, justement pour lutter contre cette étiquette-là. Donc, je pense justement qu'il est important, je parle beaucoup de vulnérabilité dans mes interviews, mais je pense qu'il est important au contraire de dire, moi je suis un adulte vulnérable, puis c'est pas parce que je suis vulnérable et que parfois je montre ma vulnérabilité que je suis forcément faible ou faillible. Et je crois que montrer sa vulnérabilité, ça va être la nouvelle force et la nouvelle façon dont on va pouvoir élever nos enfants. Et par contre, là, les neurosciences nous appuient là-dessus en disant que la façon dont on va pouvoir
exprimer nos émotions, même les plus inconfortables avec nos enfants, va participer de la construction de leur empathie et de leur bonne relation interpersonnelle plus tard. Donc, je pense que c'est important de pouvoir montrer notre vulnérabilité et pas de montrer des surétiquettes de je suis un super papa qui ne pleure jamais ou une super maman qui ne s'effondre jamais et puis qui arrive à tout porter à la maison. Mhm. D'accord. Et tu sens que c'est quelque chose enfin, que les parents accueillent ça avec les parents que toi tu vois, que tu reçois, tu sens que il y a quelque chose qui résonne en eux en fait quand Ah, tout à fait. Plus qui résonne, je dirais qu'on voit moi, je vois des parents dans mon bureau qui s'effondrent Ouais. en disant, euh, en fait, je suis comme lui ou j'étais comme lui. Et on voit toute cette souffrance, tout ce qui a été porté pendant dans des décennies autour de ces étiquettes. Donc, oui, j'ai l'impression souvent, l'enfant est porteur d'un symptôme, mais c'est ce que je dis souvent aux parents, on va remercier le petit Nathan ou la petite Adèle de vous avoir amené dans mon bureau parce que je crois que celui qui en avait le plus besoin, bah, c'est pas tant Nathan ou Adèle que vous. Puis je dis bah merci, merci petit loulou d'avoir porté ce symptôme-là, puis de nous avoir amené ton papa ou ta maman et de lui permettre aujourd'hui de parler de sa vulnérabilité. Les enfants sont tellement courageux en ça, puis je constate aussi qu'il y a des enfants qui se maintiennent beaucoup parfois dans des symptômes tant que le parent n'est pas pris en charge. Ça, c'est une vision très systémique et de thérapie familiale, mais on voit bien comment parfois, tant qu'ils ne se jouent pas quelque chose pour leurs parents, les enfants vont se maintenir dans un symptôme. D'accord. Et donc tout ce travail-là que tu fais, tu reçois les gens en fait en famille, c'est-à-dire que l'enfant est présent quand parfois des parents, comme tu dis, s'effondrent en fait. Oui, D'accord, ouais. oui, oui. Mais en fait, c'est imprévisible. Mais voilà, je reçois souvent, je reçois tout le temps l'enfant seul. Et puis, au décours de l'entretien, lorsqu'effectivement je perçois qu'il s'agit de ça, je questionne le parent. Puis c'est important, effectivement, que ça se passe en famille. Il ne s'agit pas Parfois, le parent, je sens, je le vois seul, puis il s'effondre dans mon bureau. Mais justement, le fait que l'enfant assiste, si je puis dire, à cette vulnérabilité-là, c'est pas négatif, bien au contraire. Mhm. Il découvre un parent faillible, un parent entre guillemets sans étiquette, un petit peu tout nu entre guillemets. Mhm. Puis je pense que c'est important que l'enfant puisse percevoir ça aussi de son parent. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Ouais. Oui, Juste peut-être une dernière question, en tout cas oui. sur cette thématique-là, vis-à-vis des enseignants et des professionnels de la petite enfance, de l'enfance. Est-ce que toi, tu es amené parfois à faire des interventions, voilà, dans ces structures-là pour donner de l'information, partager ton expérience ou pas? Alors, depuis que je suis au Québec, non, ça fait pas partie de notre mission, mais par contre, on travaille vraiment de façon serrée autour d'un enfant qui vient dans mon bureau en faisant des plans, ce qu'on appelle des plans d'intervention. Donc, on convoque, on réunit l'école, les professionnels, et puis on fait des réunions avec les parents, l'école, puis parfois l'enfant autour de sa problématique pour justement aider l'école à comprendre ce qui se joue autour du symptôme, surtout autour d'enfants agités. Il y a beaucoup trop de diagnostics de TDAH, puis l'enfant est cantonné à ce diagnostic-là. Moi, j'aime beaucoup réexpliquer l'agitation dans un système et dans un contexte parfois familial. Un enfant qui parfois a des difficultés anxieuses peut s'agiter, puis ça n'a rien à voir avec le TDAH. Donc, j'aime beaucoup expliquer aux écoles et raconter l'histoire de l'enfant sans rentrer dans les détails, mais replacer l'enfant dans une histoire plutôt que dans un symptôme. C'est primordial parce que l'enfant y passe la plupart de son temps. Et puis, si une étiquette est mal posée, y a des parents qui me disent, mais depuis qu'il est rentré au primaire, on lui a collé l'étiquette d'enfant tannant. Ça veut dire embêtant au Québec. Et puis, dès qu'il se passe quelque chose, c'est toujours lui. Oui, moi, je pense qu'il est important de rencontrer les écoles pour expliquer ce qui se joue pour l'enfant plutôt que de coller une étiquette. Oui. Donc, on Ouais. participe à décoller ces étiquettes, oui. D'accord. Et tu as l'impression, c'est pareil, que les professionnels ont déjà une conscience de ça, enfin en tout cas sont réceptifs en général, bon, sans vouloir généraliser. Alors, je n'aurais pas un discours pour le moment très optimiste par rapport à ça. La tendance que je perçois, en tout cas ici au Québec, c'est justement que
le plus grand pourvoyeur dans mon bureau de pédopsychiatrie pour me demander qu'est-ce qu'il est, c'est vraiment l'école. Et qu'il y a une tendance à vouloir, je dirais, coller une étiquette syndromique rapidement, parce que derrière l'étiquette syndromique, malheureusement, il y a parfois des propositions pharmacologiques, et puis c'est une façon finalement alors je vais le dire avec tout mon cœur, et puis je sais comment ça peut être violent, mais une façon d'éteindre l'enfant. Donc pour le moment, non, je trouve pas que au niveau de l'école, il y a une grande sensibilisation. C'est pas tant les enseignants individuellement, quand je les rencontre, je sens leur sensibilité, j'en sens leur impuissance par rapport au système, mais je dirais c'est plutôt le système scolaire et puis la politique d'éducation nationale en général qui pousse à vouloir mettre les enfants dans… Vous m'entendez toujours? Oui, il y a eu une toute petite coupure, mais effectivement, je te Oui, c'est les urgences qui m'appellent, je pense. Mais il y a une tendance à cantonner les enfants, à vouloir les mettre dans des cases justement pour régler une problématique. Donc moi, ça fait partie de mon autre mission, c'est de réunir les différents systèmes de la petite enfance, de l'école, les systèmes de santé pour éviter justement de mettre les enfants dans des cases trop tôt. D'accord, ok. Alors, bah, si tu veux, je vais finir par 3 questions rapides, si en plus les Oui, urgences t'appellent. c'est ça. Alors du coup, de manière très synthétique, pour toi, si on partait du principe, en tout cas si on posait le postulat, voilà, vivre sans étiquette pour un être humain, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que tu le ressens plutôt comme quelque chose de souhaitable ou alors quelque chose qui pourrait quand même s'apparenter un peu du cauchemar, dans le sens où on a quand même besoin aussi d'étiquettes? Alors, je vais le dire juste de mon point de vue de pédopsychiatre, avec l'histoire des étiquettes diagnostiques, vivre sans étiquette, ce serait quand même plus souhaitable. D'accord, ok, super. C'est Alors, question courte, réponse courte. Hein. exactement. J'élabore pas. Très bien. Ma deuxième question, c'était, est-ce que cet album, donc pas d'étiquette s'il vous plaît, est-ce que toi c'est un support, un outil quelque part que tu trouverais intéressant d'utiliser dans ton cadre professionnel ou pas? Extrêmement intéressant, extrêmement pertinent et beau. Au-delà du sujet, c'est aussi je dirais un bel objet, puis précieux. Donc oui, extrêmement pertinent, plus, plus, plus. D'accord, merci. Et puis, comme ce sont principalement, je pense, voilà, des parents, des grands-parents, des professionnels de l'enfance, mais aussi voilà, tout type d'êtres humains qui vont t'écouter, si tu avais un message, un seul message assez synthétique à partager sur ce thème pour nous, puis pour les générations à venir, lequel serait-il? Je dirais que l'étiquette, effectivement, est une façon rapide de définir et d'enfermer un être humain, quel qu'il soit. Moi, je pense que au-delà de l'étiquette et des masques, il y a un être humain vulnérable et il va falloir que dans les générations à venir, nous acceptions vraiment cette vulnérabilité comme une nouvelle force. D'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te remercie de tout Merci cœur Valérie. pour ton temps. Et puis juste peut-être pour conclure, alors moi j'en profite pour dire que j'ai découvert en te découvrant que tu venais aussi de publier un livre. Oui, Voilà, que je me réjouis de commander. Moi, voilà, c'est sur ma petite liste là pour quand on va rentrer en France. Et si tu as encore 2 ou 3 minutes, je veux bien que tu en parles de ce livre. Et oui. j'ai lu aussi bon, les résumés, les choses sur Internet, certaines de tes interviews, où je trouvais que l'expérience que tu partages dans ce livre a aussi beaucoup à partager, à apprendre, en tout cas sur la relation aux étiquettes dans cette situation-là aussi. Donc voilà, j'avais juste envie de te laisser la parole pour finir, pour que tu en dises quelques mots si tu as envie. C'est très gentil. Ben oui, j'ai écrit le livre Il pleut à la maison, parler de votre santé mentale avec vos enfants, où justement la thématique centrale est la vulnérabilité parentale. Nous sommes tous des parents vulnérables, des êtres humains vulnérables. Puis lorsque parfois la maladie mentale, la dépression, les troubles anxieux, quels qu'elles soient, nous frappent, cette vulnérabilité est encore plus présente. Et puis, mon postulat est qu'il est important de pouvoir parler de ça avec nos enfants, justement, de ne pas se cacher derrière des masques. Donc, ce livre accompagne les parents dans le pourquoi il faut en parler, comment il faut en
parler. Puis j'écris aussi à la fin du livre des contes qui peuvent permettre aux parents de s'asseoir puis de raconter des histoires certes imaginaires, mais qui parlent de cette vulnérabilité-là. Et puis c'est sûr, j'écris sur mon blog et dans les réseaux sociaux des chroniques, des articles justement autour de la vulnérabilité et des étiquettes. J'ai écrit un article récemment qui s'appelle Préjugés, la folie des étiquettes. Donc oui, c'est vraiment un sujet, un intérêt, Valérie, qu'on partage. Et je te remercie vraiment de ton précieux album et puis de poser effectivement la question des étiquettes au centre des préoccupations parce que je pense que c'est un sujet extrêmement précieux. Merci en tout cas à toi. Merci de tout cœur également. Puis on se fera une joie justement de partager peut-être sur la page des éditions Lire au Monde dans la continuité de cette interview certains de tes articles, voilà, pour que les gens qui te regardent puissent aussi aller les lire et puis s'inspirer de ton partage et de ton expérience. Merci infiniment Valérie, merci à tous et puis je vous dis à très bientôt au Québec ou peut-être à Oslo, on ne sait pas. Ou en France, effectivement, Ou en France. c'était un plaisir en tout cas. C'est ça, merci. Au revoir. Très belle journée, hein. Merci, au revoir Céline.